Mesdames, Messieurs, enfin, on va pouvoir relancer les activités de notre fédération. Ça fait trop longtemps que nous attendons ce moment et nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir dans les installations de Loyers pour la séance d'information relative à l'organisation de la coupe, la première coupe 3x3 organisée par une fédération de basket, que ce soit en Belgique ou en Europe. Grâce à la collaboration, l'organisation, l'esprit, l'enthousiasme de Selim, qu'on appelle désormais dans le monde de la WEB Monsieur 3x3, grâce à la participation de Jonathan qui représente le monde de l'arbitrage, parce que comme vous le savez toujours, sans arbitre, il n'y a pas de compétition, grâce à Didier Temens, qui est un coach aux nombreux titres européens, mondiaux, et reconnu du côté francophone, c'est certain, du côté national également, nous avons la possibilité de vous présenter les paramètres de cette activité. Je n'oublierai pas notre ami Salvatore Faraon, qui est le responsable du département coupe à la WVB, et Jean-Pierre Van Allen, qui lui est le responsable du 3x3. Le 3x3 est une discipline olympique, je crois que plus personne l'ignore. Le 3x3 est une discipline que la Belgique promeut, pour laquelle elle a des résultats. Je suis persuadé que vous avez tous suivi les Jeux Olympiques et la brillante 4e place, la plus mauvaise place peut-être, mais notre équipe nationale fait partie des 8 meilleures équipes ayant participé au tournoi olympique. Et pour ce faire, nous devons continuer. Comme on le peut le lire dans la presse, il faut déjà préparer Paris. Il faut préparer Paris 2004. Mais pour ce faire, il faut que nous ayons des activités pour les seniors, des activités pour les jeunes bientôt, encore un peu de patience, mais des activités au niveau régional, au niveau national. Je crois que j'en ai assez dit. Je cède la parole à nos 3 orateurs de ce matin. Mais avant cela, je voudrais quand même vous demander de les applaudir pour l'effort, la préparation de leurs activités, de leur présentation. Merci, messieurs. Ben voilà, merci Président. Bienvenue à cette séance d'information donc spécifique à la Coupe AWEB 3x3. Donc, comme le Président l'a dit, il y a 3 parties dans la présentation. Il y a d'abord moi, Monsieur 3x3, Selim Benaïssia. Donc, je vais vous présenter les informations générales relatives à cette Coupe AWEB, comment le système de compétition va être mis en place, comment les poules vont être faites, comment se qualifier, etc. Vraiment tous les détails par rapport à ça. Ensuite, Jonathan qui va vous expliquer tout ce qui est code de jeu, donc le règlement spécifique. Vous savez qu'il y a le 5 contre 5 et le 3 contre 3. Il y a des règles qui diffèrent. Et donc, Jonathan va vous les présenter aujourd'hui pour que vous soyez vraiment bien au courant de toutes ces règles-là, et on va les mettre en pratique sur le terrain. Et puis Didier, donc, qui est coach de l'équipe nationale, qui va vous expliquer tous les principes de jeu 3x3. Vous savez que le 5 contre 5 et le 3x3, encore une fois, c'est 2 sports différents, donc on ne joue pas exactement de la même manière. Et donc Didier va vous présenter quelques principes de jeu pour vous aider à préparer la coupe ou préparer les matchs que vous pourriez jouer même en dehors de la coupe, mais vous éduquer un petit peu par rapport aux principes de jeu 3x3. Et là, bien sûr, il y aura une mise en pratique sur le terrain. Il y aura vraiment une petite partie, une demi-heure avec le PowerPoint de moi et de John, et puis après ce sera sur le terrain. Le planning de la Coupe AWEB, donc il y a 3 étapes pour cette année. Donc aujourd'hui c'était la présentation, mais il y aura le 29 août, donc dimanche dans 2 semaines, où il y aura le premier tour messieurs avec 48 équipes, et là ça aura lieu à Jumet. Pour les horaires ce sera de 9h à 19h, mais on reviendra dessus après. Puis il y aura le 6 février 2022, c'est un peu loin mais c'est le 6 février 2022, toujours un dimanche. Là il y aura le 2e tour messieurs, avec les 12 meilleures équipes qualifiées du premier tour, plus 24 équipes dames, en tout cas jusqu'à 24 équipes dames, dans un lieu encore indéterminé. Donc il y aura un appel à candidature qui sera fait au niveau des clubs. Ici, le Spirou Next Gen a répondu positivement, et donc le Spirou Next Gen a été choisi pour le premier tour, mais pour le 2e tour, un appel à candidature sera fait auprès des clubs, et
le club qui répondra le mieux sera choisi. Et puis enfin, il y aura le week-end du 20 mars, le week-end des finales de Coupe AOEB. Historiquement 5-5, maintenant ce sera AOEB 3-3 et 5-5. Il y aura les finales qui seront jouées. Quel est l'objectif de cette Coupe AOEB? Elle s'inscrit clairement dans le cadre du développement 3x3 de la AOEB. Donc pour moi c'est une étape importante parce que c'est la première fois qu'une vraie compétition officielle 3x3 sera mise au sein de la AOEB. C'est aussi une première je pense au niveau européen parce que je n'ai pas encore entendu vraiment de compétitions coupe qui ont été faites avec des clubs au niveau de l'Europe, donc c'est vraiment une première. Et il y a trois objectifs. Le premier, clairement, c'est la promotion du 3x3. L'objectif, c'est de montrer ce qu'est le 3x3, vous donner la possibilité d'y participer. Le deuxième point, c'était de valoriser. Donc, il y a des joueurs qui s'impliquent dans le 3x3, notamment via le Crélan Tour, qui nous ont demandé aussi en disant, voilà, nous on joue l'été, comment on peut rapporter ça à notre club? Là, via la Coupe AOEB, ils peuvent peut-être chercher un titre pour le club. Donc, le but, c'est de les valoriser. Valoriser aussi les arbitres, parce que les arbitres ont suivi une formation spécifique pour devenir arbitre de 3x3, donc c'est aussi une manière de les valoriser en leur disant voilà, vous êtes convoqués pour la Coupe AOEB 3x3, ils vont pouvoir le mettre en pratique. Et enfin les clubs et les coachs, c'est-à-dire les clubs qui veulent s'investir dans le 3 contre 3 auront l'occasion via cette coupe peut-être d'aller chercher un titre. Et alors le troisième objectif, qui pour moi est un objectif important, c'est de développer le 3x3 intra-club. On sait que historiquement, tous les clubs sont des clubs de 5 contre 5, c'est clair et net, mais via la Coupe AOEB, vous aurez peut-être l'occasion de développer peut-être au sein de votre club un entraînement, 2 entraînements, 5 entraînements, peut-être le mercredi soir, peut-être le mercredi après-midi, une fois semaine, une fois par mois, une fois tous les 6 mois, un entraînement, 2 entraînements, 10 entraînements, 3 contre 3, avec peut-être une filière spécifique au sein de votre club. Mais en tout cas, moi je vous encourage vivement à vous préparer pour cette coupe, parce que vous verrez que c'est un sport à part entière et qu'il est nécessaire en tout cas de pratiquer un minimum avant de pouvoir jouer une compétition. C'est pas moi qui l'invente. Sur le Crélan Tour qu'on a eu ici au mois de juillet, beaucoup de joueurs en fait sont revenus vers moi en me disant en fait c'est pas le même sport. C'est pas le même sport. Les règles sont différentes, la manière de jouer sont différentes et il est nécessaire de mettre ça en pratique avant de venir au match. Si vous découvrez le 3x3 sur la Coupe AOEB, vous risquez d'avoir des problèmes parce que c'est pas le même sport. Bien sûr, ça reste du basket, donc il y a des qualités à avoir, mais le principe de jeu, les règles sont différentes et c'est tout l'objet de cette séance d'information aujourd'hui, c'est de vous présenter tout ça pour que vous puissiez vous faire le relais au sein de votre club et essayer de préparer au mieux vos joueurs et vos joueuses. La Coupe AOEB 3x3, ce n'est pas un one-shot, donc notre idée c'est quand même de la pérenniser sur plusieurs années, mais c'est une première. C'est la première compétition officielle de 3x3 au niveau AOEB. On est très content parce qu'on est complet en messieurs, 48 équipes. On a aussi 2 équipes qui sont en cas de désistement sont prévues. J'ai eu monsieur qui m'a contacté encore ce matin pour avoir encore une 3e place en cas de désistement. Donc ça on est très content parce qu'on sent un engouement. Et je pense que les Jeux Olympiques ne sont pas étrangers à ça évidemment, mais on sent un engouement pour cette coupe, donc c'est déjà très plaisant. Et en dames, on est actuellement à 21 équipes dames. Mais bon, c'est le 6 février le tournoi, donc on va laisser quand même encore une marge pour que on puisse essayer d'avoir les 3 équipes manquantes pour essayer aussi d'être complet en dames. Le deuxième objectif, c'est de grandir step by step. On a choisi pour cette première coupe AOEB, il faut savoir qu'on avait essayé de la lancer il y a 2 ans. Malheureusement, le Covid a fait son œuvre et malheureusement, on n'a pas pu lancer la première édition. Donc, on a dû la reporter à cette année. Et lorsqu'on a décidé de lancer, on avait choisi de faire les hommes et les dames, tout simplement parce que c'est la catégorie qui fonctionne le mieux sur tous les événements qu'on a fait. On s'est dit que c'était la catégorie la plus facile, mais pourquoi pas les années suivantes d'ouvrir des catégories jeunes, pourquoi pas les U18, pourquoi pas des U23, pourquoi pas des U16, voilà, on a des idées, mais pour cette première année, on a voulu faire juste hommes et dames. Pourquoi pas aussi avoir plus d'étapes? Vous avez vu qu'il y a une étape le 29 août, une étape le 6 février, et puis finalement, le week-end du 20 mars, les finales, donc ce n'est entre guillemets que 3 étapes. Pourquoi pas faire plus d'étapes par la suite? Pourquoi pas évoluer vers un championnat? Voilà, on a des idées, on a décidé de faire comme ça pour la première année. Et on verra après cette première année comment on va faire, comment on va évoluer. Voilà des idées qu'on avait. C'est la première compétition officielle 3x3 et donc on avait un objectif en donnant le règlement, c'était de donner de la flexibilité au club.
L'objectif, c'était d'essayer d'avoir le moins de concurrence possible avec le 5-5. Encore une fois, votre club, historiquement, est un club de 5-5. Et on vient rajouter une nouvelle discipline olympique, officielle, qui s'appelle le 3 contre 3. Mais voilà, on ne voulait pas avoir de concurrence entre le 5-5 et le 3-3 et on a essayé d'être flexible dans le règlement. Vous allez voir après pourquoi. Mais on est aussi dans la Coupe AOEB. Donc la Coupe AOEB, c'est une compétition officielle avec un titre à la fin. Donc le 20 mars, on dira ce club-là a remporté la première Coupe AOEB 3x3, ce club-là masculin, ce club-là féminin. Donc il y a un titre à la fin, donc il faut quand même des règles. On a appliqué donc le règlement AOEB, mais on est aussi dans une compétition 3x3. Et donc il y a un règlement spécifique 3x3 qu'on va vous présenter aujourd'hui avec Jonathan. Et je vais vous présenter encore les quelques règles spécifiques. Mais voilà. Les démarches administratives, donc vous avez reçu normalement hier le Google Forms pour rentrer vos effectifs. Donc c'est 3 ou 4 joueurs affiliés valablement au sein de votre club, d'accord ? Donc ça c'est le règlement coupe, les joueurs doivent être affiliés à votre club. Alors pourquoi j'ai mis 4 joueurs ou joueuses en gras? Tout simplement parce qu'on vous conseille très vivement de venir avec 4 joueurs ou 4 joueuses. Pourquoi? Parce que si vous êtes 3 et un blessé, vous ne pouvez plus continuer la compétition parce que vous devez être 3 pour commencer la rencontre. Ensuite, en venant à 3, vous n'avez pas droit à des changements, évidemment. Et sans changement, sincèrement, c'est très difficile. Donc nous, on vous conseille très vivement de venir à 4. Maintenant, le règlement permet de venir à 3 ou à 4, mais nous, on vous conseille de venir à 4. L'âge minimum, là, c'est le règlement AOEB, donc 15 ans pour les filles accomplis, pour les garçons 16 ans accomplis, comme en 5-5, ça ne change rien. Et règlement 3x3, tous les participants doivent avoir un compte FIBA en ordre. Le compte FIBA en ordre, c'est Play FIBA 3x3, donc je vais vous montrer comment on s'inscrit. Donc vous cliquez sur play.fiba3x3.com, ça c'est le site officiel de la FIBA, d'accord ? Sur ce site-là, vous devez créer votre compte et ce qui est important, c'est de confirmer votre adresse email après. Donc vous appuyez sur le petit bouton bleu en dessous où c'est écrit je m'inscris. Il y a aussi en haut à droite, parce qu'en général c'est en anglais, mais vous pouvez aussi cliquer pour le mettre en français. Et là, vous cliquez sur je m'inscris. Vous avez quelques données à encoder, votre nom, prénom, la ville où vous habitez, votre sexe et je pense que c'est tout. Et une fois que vous avez fait ça, vous recevez un mail que vous devez confirmer. Et ça, en fait, c'est l'affiliation du joueur à la FIBA, d'accord ? Et c'est ce qui va lui permettre d'avoir des points individuels et c'est ce qui va lui permettre de s'inscrire à pas mal de tournois. Et donc ça, c'est une nécessité. Vous devez être inscrit sur play.fiba3x3 pour pouvoir jouer. Ensuite, il n'y a pas que ça. Le joueur va devoir présenter, donc il devra d'abord être valablement affilié au club. Ça, c'est ce qu'on a déjà dit avant. D'accord, ça fait partie du règlement coupe. Puis, sur place, il va devoir présenter sa carte d'identité. Alors, je sais qu'on n'est pas policier, mais on a besoin de pouvoir identifier si c'est bien le bon joueur qui joue. D'accord, je m'appelle Selim Benaïssia, je montre ma carte d'identité ou un document attestant mon identité. On sait que c'est bien moi. Voilà, je peux jouer. Évidemment, son certificat médical en ordre. En plus, on est en début de saison, donc c'est l'occasion d'aller le faire. C'est comme en 5-5. Si vous n'avez pas de certificat médical, vous ne pouvez pas jouer. Et le point 3, être enregistré sur la plateforme FIBA. S'il vous plaît, faites-le en avance. Au moment où vous rentrez l'effectif, ne le faites pas le jour même. Et alors tout ceci sera contrôlé lors du check-in. C'est quoi le check-in? Au moment où vous rentrez dans la salle, vous verrez qu'à Jumet pour les messieurs, vous allez rentrer dans la salle, il y aura une flèche pour le public et les accompagnants, il y aura une flèche pour les joueurs. Là on demande que les joueurs arrivent à 4 ensemble, donc l'équipe tous ensemble, le capitaine prend les cartes d'identité de tout le monde. Voilà, Selim Benaïssia, Jean-Pierre Delchef, Bernard Scherperé et Salvatore Pharaon, on check que tout est bon. Et à ce moment-là, admettons, Salvatore malheureusement est blessé et c'est Jean-Pierre Van Allen qui le remplace, à ce moment-là, on peut faire le remplacement ce jour-là. Point spécifique, ça c'est important, les 4 joueurs qui débutent la journée de tournoi doivent terminer le tournoi. Donc il n'y a pas de changement sur place. Donc sur le même jour, les 4 joueurs qui débutent terminent le tournoi. Pas de changement sur place. Par contre, entre les étapes, le club peut changer des joueurs. Pas doit, il peut changer des joueurs. Donc entre le 29 août, le club X est qualifié pour le 6 février. Le 6 février, malheureusement, les joueurs ne sont pas disponibles. Il y a un blessé, voilà, peu importe. Vous pouvez changer le nombre de joueurs que vous voulez, d'accord, entre les étapes. Alors j'ai mis une petite note. Pour cette année, on a donné la liberté totale au club, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas avoir de concurrence entre le 3-3 et le 5-5. Maintenant, vous savez le 29 août que vous êtes qualifié pour le 6 février.
Donc s'il vous plaît, faites passer le message aussi au sein du club. Si vous avez un match 5 contre 5 le 6 février, ben vous avez du 29 août au 6 février pour essayer de le modifier. D'accord? Mais vous pouvez changer jusqu'à 4 joueurs. Voilà, voir peut-être pour les années prochaines, peut-être qu'on va dire, ben voilà, vous devez rentrer un listing de 8 joueurs qui peuvent participer. Voilà, il y a plein d'idées. Mais pour cette année, on a décidé de vous laisser la liberté totale par rapport à ça. La liste des joueurs, donc, elle doit être communiquée via soit 3x3@aoeb, soit via le Google Form au plus tard le dimanche précédent l'événement. Et donc ce qu'on a besoin de savoir, ben, c'est le club. Voilà, c'est BC Loyers, matricule, je ne sais pas le matricule malheureusement, mais voilà le matricule de Loyers, le nom et prénom des joueurs, le capitaine et le numéro de vareuse qu'ils ont. Pourquoi? Tout simplement parce que nous on va imprimer toutes les feuilles de match en disant ben voilà Selim Benaitia, numéro 7, et on sait identifier que je suis le numéro 7 sur la feuille de match. Je répète que tous les joueurs doivent avoir un compte FIBA en ordre et en cas de blessure ou d'empêchement, il est toujours possible de modifier l'équipe au check-in. Donc je répète, on décide de jouer Salvatore, moi, Jean-Pierre et Bernard Scarperel. Malheureusement, Salvatore se blesse le vendredi soir pour jouer le dimanche. Ben, on le remplace et c'est Jean-Pierre voilà, Van Allen qui le remplace. Ben, au check-in, vous arrivez, vous montrez la carte d'identité de Jean-Pierre Van Allen et on remplace au check-in. Comment va se dérouler la compétition? Alors là, il faut être attentif parce qu'il y en a qui... Allez, c'était compliqué à expliquer. Donc, il y a 48 équipes, d'accord? Les 48 équipes sont divisées en 4 poules de 12. D'accord? Donc, 48 divisé en 4 poules de 12. Après, il faut penser qu'on est dans une poule. Donc, poule A, poule B, poule C, poule D. Dans la poule, on divise la poule en 4. Donc, ça va faire 4 groupes de 3 équipes. D'accord? Dans cette poule de 3 équipes, je joue 2 matchs. Si je suis dans les 2 premiers, je suis qualifié pour les quarts de finale de ma poule. D'accord? Si je gagne le quart de finale de ma poule, je suis qualifié pour les demi-finales de ma poule. Si je gagne mes demi-finales de ma poule, je vais en finale de ma poule. Je suis qualifié pour le tour suivant. Et puis il y a la petite finale avec les 2 perdants des demi-finales qui se jouent également. Les gagnants des petites finales seront le troisième, déterminera qui est le troisième de la poule, et les 3 premiers de la poule sont qualifiés pour le tour suivant. Donc les 3 meilleurs de la poule A, les 3 meilleurs de la poule B, les 3 meilleurs de la poule C et les 3 meilleurs de la poule D, ça fait 12 équipes. Ce sont les 12 équipes qui seront qualifiées pour le tour suivant le 6 février. D'accord? Donc je répète, 48 équipes divisées en 4. D'accord? Ça donne poule A, poule B, poule C, poule D. Admettons qu'on est dans la poule A. Dans la poule A de 12 équipes, je divise en 4. Ça fait 4 groupes de 3 équipes. Je joue mes 2 matchs dans ma poule. D'accord? Si je finis dans les 2 premiers, je suis qualifié pour les quarts de finale de ma poule, avec 8 équipes. Je gagne mon quart, je vais en demi. Je gagne ma demi, je vais en finale, je suis automatiquement qualifié. Je perds ma demi, j'ai une petite finale qui sera en vérité la vraie finale, parce que là, il y aura un éliminé et un qui passera. Si je gagne ma petite finale, je suis 3e de ma poule, je suis qualifié pour le tour suivant. Ok? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui? J'avais fait en 2 slides, mais voilà. Le deuxième tour, même principe, sauf que là, on travaille sur une poule, parce que là, vous serez que 12 équipes. Et donc, les 12 équipes, encore une fois, divisées en 4, poule de 3, groupe de 3. On joue 2 matchs, quart de finale, demi-finale. Et là, la finale ne se joue pas sur place, elle se joue le week-end du 20 mars, en même temps que les finales de Coupe AOEB 5 contre 5. Pour les dames, même principe. Ici, on a 21 équipes, donc on va laisser encore le temps de s'inscrire. On verra, est-ce qu'on sera 21, 22, 23, 24. Mais l'idée, c'est d'avoir 2 poules de X équipes. D'accord? Idéalement 12 et 12, comme ça on a le même principe qu'avec les messieurs. Et là, on va diviser en 2 poules. Et l'objectif, ce sera de déterminer qui est la meilleure de la poule. Tu vas bien? Déterminer qui est la meilleure de la poule. Donc la poule A, la meilleure, la poule B, la meilleure. Et là, la finale se joue, encore une fois, le week-end du 20 mars. En cas d'égalité dans les groupes, et là c'est spécifique au 3 contre 3, d'abord c'est l'équipe qui a le plus de victoires, donc là ça ne change rien par rapport au 5 contre 5. Ensuite, la confrontation directe entre les 2 équipes, encore une fois ça ne change rien par rapport au 5 contre 5. Par contre, et là c'est important de le savoir, en cas d'égalité, s'il y a plusieurs équipes qui sont égalité, c'est l'équipe qui a marqué le plus de points. L'équipe qui a marqué le plus de points sera favorisé par rapport à l'équipe qui a le moins encaissé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de spécifique au 3 contre 3. C'est mieux de gagner un match 20-19 que de gagner un match 11-0.
dans l'esprit 3 contre 3. C'est l'équipe qui marque le plus de points. Et si vous vous souvenez, pour ceux qui ont suivi le TQO des Lions, les Lions ont gagné 3 matchs, ou 2 matchs, je ne sais plus. Les USA, même chose. Et on a été 3e de la poule parce qu'on avait marqué moins de points que les USA. D'accord? Donc c'est l'équipe qui marque le plus de points. Faites passer ce message-là. Il faut marquer des points en 3 contre 3. Si jamais les 3 critères précédents n'ont pas pu départager les équipes, alors c'est l'équipe qui a le meilleur classement FIBA qui sera choisi. C'est quoi le classement FIBA? Je suis Selim Benaïsia, j'ai 500 points. Salvatore a 200 points. Jean-Pierre Van Allen a 200 points. Notre équipe, 500 points plus 200 points plus 200 points, aura 900 points pour démarrer. Comment sont calculés les points? En fonction des tournois auxquels je participe. D'accord? Donc notre équipe aura 900 points. L'autre équipe aura peut-être 1000 points. Donc on sera 2e au classement pour démarrer. D'accord? Point important qu'on doit encore définir, on risque d'avoir des équipes qui ont 0 points. Par définition, parce qu'il y a peut-être des équipes qui n'auront jamais joué en 3 contre 3. Donc là, ça fera, on doit encore définir exactement cette règle-là. Ça sera communiqué dans le règlement définitif pour définir ce point-là. Mais sincèrement, déjà avec ces 4 points-là, normalement, on n'aura pas de problème. Mais on va définir quand même ce point-là au cas où ça se présente. Comment le tirage au sort est fait? Il n'y a pas de secret. Le tirage au sort, en fait, c'est la FIBA qui le fait. C'est via la plateforme FIBA. Et donc, je vais me mettre ici pour vous montrer. On a les 4 poules, d'accord? Donc nos 4 poules de 12. L'équipe qui a le meilleur classement FIBA sera premier de la poule A. La deuxième meilleure FIBA, première de la poule B, tête de série. Troisième, quatrième. L'équipe 5e vient ici, et ainsi de suite. Et ça part en serpentin. C'est-à-dire que l'équipe qui a le meilleur classement FIBA, logiquement, aura le meilleur tirage. Parce qu'elle aura des équipes qui auront moins d'expérience FIBA, qui auront moins de points FIBA. L'équipe qui est 4e FIBA, elle va jouer contre la 5e, contre la 6, 7, 8, 9e, et ainsi de suite. D'accord? Vous allez me dire, oui, mais il y a des équipes qui ont 0 points. Les équipes qui ont 0 points, tirage au sort. Tirage au sort. C'est pas moi qui vais le faire, c'est la plateforme FIBA qui va le faire directement. D'accord? Tout est informatisé. Donc voilà, mais vous connaissez comment le tirage au sort va être fait. C'est pour ça que j'ai besoin de connaître en fait vos effectifs avant de pouvoir faire le programme. Ok? Quelques petites remarques. Donc les joueurs et les joueuses doivent jouer en équipement avec numéro, d'accord, de leur club. C'est coupe A, ou et B. Donc le nom des équipes, c'est le nom de votre club. BC Loyers est inscrit, ok, BC Loyers joue sous le nom de BC Loyers, ils doivent être en tenue BC Loyers, je suis le numéro 7, ben j'ai le numéro 7, Salvatore numéro 5, c'est le numéro 5, et ainsi de suite, d'accord? Au niveau du programme, ben là je sais vous le donner pour le 29, donc les poules A et B vont jouer de 9h à 14h, et les poules C et D vont jouer de 14h à 19h, d'accord? Moi je reçois tous les effectifs jusqu'à dimanche, donc le dimanche précédent. Le lundi, je fais le programme, le temps que je le vérifie, que tout soit bien en ordre et que j'espère pas trop de retardataires. Le mardi, je vous envoie le programme définitif et vous avez toutes les infos à communiquer à vos joueurs et à vos joueuses. Bonjour à tous, bon c'est mon tour il paraît. Donc moi ici le but ça va être de vous expliquer les différences qu'il va y avoir entre le 3 contre 3 et le 5 contre 5 que tout le monde connaît. Alors le 3 contre 3 se veut un jeu qui va être plus rapide, un peu plus spectaculaire et dans ainsi le jeu il n'y aura presque pas de pause. Donc il y aura quand même un moment des arrêts, des violations, des fautes, etc. Mais le but c'est de reprendre plus vite et qu'on traîne moins longtemps pour reprendre le jeu. Donc c'est vraiment une idée d'avoir un jeu plus rapide, plus agréable à regarder pour les spectateurs. On entend parfois qu'un peu que le 3 contre 3 c'est un peu du streetball. Non, ici nous on ne veut pas que ça soit du streetball, on veut que ça soit propre, que ça soit carré. On va avoir la même organisation que pour du 5 contre 5, la même ligne d'arbitrage que pour du 5 contre 5. On ne va pas se dire c'est du 3 contre 3, on est un peu plus cool, machin, bazar, non. C'est la même ligne d'arbitrage que le 5 contre 5. Donc on veut vraiment que ça soit quelque chose de propre, de carré, de bien fait, on n'est pas dans du streetball. Alors, ici je vais vous expliquer donc, la différence qu'il y a entre le 5 contre 5 et le 3 contre 3. C'est-à-dire que tout ce qui est de, je vais dire, de plein jeu sur le terrain, c'est la même règle. Donc on ne tape pas, on ne tient pas, on ne pousse pas, il n'y a pas de hand-checking, la verticalité, toutes ces règles-là sont les mêmes sur le jeu. Il y a quelques différences que je vais vous expliquer, mais donc de base, c'est la même chose, les mêmes violations, les mêmes fautes, ça c'est la même chose. Alors pour commencer, si vous ne le savez pas déjà, on joue sur un demi-terrain.
Et on va jouer avec un ballon unique de taille 6 et de poids 7. Donc ce sont les ballons qui sont ici. Ils seront fournis par l'organisation ce jour-là. Donc voilà, c'est les mêmes ballons pour tout le monde, que ce soit en homme, en dame, en jeune, en vieux, c'est le même ballon pour tout le monde. Donc ça, Célim l'a déjà dit, on joue avec des équipes de 4 joueurs, avec des maillots avec des numéros parce qu'il faut pouvoir identifier les joueurs pour les fautes. Donc des équipes de 4 joueurs, évidemment 3 sur le terrain et un remplaçant. Si jamais vous commencez avec 3 joueurs, vous pouvez jouer avec 3 joueurs, ben évidemment vous n'aurez pas de remplaçant. Mais donc 4 joueurs maximum. En 3 contre 3, il n'y a pas de coach, il n'y a pas de coaching. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir une personne qui est identifiée comme un coach, qui va dire sur le bord du terrain comme en 5 contre 5, ouais machin, joue défense, toi change, machin. Non, il n'y a pas de coach. Pas de coach, ça veut dire pas de coach sur le terrain pendant le match, pas de coaching non plus par le coach qui est dans le public à côté qui fait ça du public. Ça c'est pareil qu'en 5 contre 5 avec un coach suspendu, c'est du coaching illégal, ça sera sanctionné. Donc pas de coach. Alors, entre les matchs, pour vous entraîner avant les journées de championnat, enfin de coupe, vous pouvez avoir quelqu'un qui dans votre équipe, dans votre club est responsable, est coach, ça vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais le jour du match, en match, il n'y a pas de coach. Alors évidemment, le gars qui n'y connaît rien dans le public, qui vient dire « ouais, jouer défense, machin », c'est pas du coaching, ça c'est un spectateur. Le remplaçant qui dit à ses copains sur le terrain « joue défense, tiens le machin », c'est pas du coaching. Mais on n'a pas quelqu'un qui est coach et qui est identifié comme coach, d'accord ? Alors vous aurez aussi 1 ou 2 arbitres, normalement il y aura toujours 2 arbitres, mais si éventuellement, je ne sais pas pourquoi il n'y aurait qu'un seul arbitre, ça marche aussi comme en 5 contre 5. Et les officiels de table. Les officiels de table seront donc les personnes à la table et elles seront fournies, si je puis dire, par l'organisation. Donc vous ne devez pas venir avec, en plus de vos joueurs, 1 ou 2 personnes pour pouvoir faire la table. Donc vous venez juste avec vos 4 joueurs et c'est bon comme ça. Alors le chronomètre de tir, donc souvenez-vous, j'ai dit c'est un jeu qui se veut plus rapide. Donc on va jouer avec 12 secondes, pas 24, pas 14, 12 secondes. C'est la même règle, c'est une question de possession de balle, quand ça touche l'anneau on redémarre, etc. Donc c'est le même principe que les 24 secondes, mais c'est 12 secondes. Et en plus de ça, il y a l'intention de jouer. Donc je ne veux pas voir quelqu'un qui prend le ballon, hop, sur place ici, comme on voit parfois en 5 contre 5. Non, ça c'est interdit. Okay, on doit jouer, on doit avoir l'intention d'attaquer l'anneau. Je ne dis pas que le gars qui recule parce qu'il est sous pression, il ne joue pas. Ça c'est ok parce qu'il joue, mais on ne temporise pas et on n'attend pas que ça passe. Il faut vraiment l'intention de jouer, l'intention d'aller à l'anneau, de vraiment de jouer. Dans cette même idée-là, au jeu de poste par exemple, je reçois la balle au poste, ben, je ne commence pas à regarder ce qui se passe, machin, hop, hop. Non, j'ai la balle au poste, j'ai 5 secondes pour jouer. Donc, s'il n'y a pas l'intention de jouer, c'est sanctionné par quoi? Alors, c'est premier avertissement oral de l'arbitre, joue, et si on continue à traîner, ben, à un moment, stop, violation, balle aux autres. Okay, donc, simplement violation. Maintenant, si ça fait 10 fois que tu fais ça, à un moment, ça ne sera plus avertissement, ça sera faute technique aussi. Mais voilà, c'est facile, on a la balle, on joue. Le 3 contre 3, ça se veut offensif, ça se veut un peu plus spectaculaire, on ne commence pas à attendre que ça passe, machin, on attaque vraiment. Donc, un avertissement, si on continue, violation, balle aux autres, et si vraiment on exagère plusieurs fois, ben, pourquoi pas une faute technique. Donc vraiment toujours, dans toutes les situations, cette intention d'attaquer l'anneau et de jouer. Les changements avec les joueurs, ça se fait à chaque arrêt par les joueurs, parce qu'évidemment il n'y a pas de coach, il n'y a pas un coach qui va dire maintenant changement, c'est les joueurs entre eux qui décident quand ils changent, mais quand le jeu est arrêté, donc pas de changement à la volée. Okay, ils seront, ça je l'ai noté, ils seront derrière la ligne médiane. Alors, normalement, ils seront derrière la ligne médiane. Comme on a des demi-terrains, on va jouer sur des grands terrains qui seront coupés en deux. Bien évidemment, si je mets mes joueurs de l'autre côté de la ligne médiane, ils seront de l'autre côté. Pareil chez les autres, ils seront chez moi. Donc ici, on tracera une ligne, je ne sais pas, 1 mètre, 1 mètre 50 de la ligne médiane. Ce sera la même ligne que la sortie de la ligne médiane. Mais les joueurs seront remplaçants derrière cette ligne. D'accord ? Et c'est eux qui décident quand ils changent, mais quand le ballon est arrêté. Donc quand on fera une remise en jeu au-dessus ou sur des lancers francs. Et alors c'est le même principe qu'en 5 contre 5, donc on ne sort pas n'importe comment, c'est on sort, je tape la main et l'autre rentre. Okay, on essaie de faire ça proprement pour que ça soit clair, parce qu'après sinon on repart à jouer et puis on est 4, machin, non, on fait ça clairement, proprement. D'accord ? Les temps morts, vous avez droit à un temps mort par match. Match et prolongation, un seul temps mort. Le temps mort dure 30 secondes, c'est pas une minute, c'est pas 50 secondes, c'est 30 secondes, ça va très vite. Donc quand il y a temps mort, ne traînez pas, allez-y tout de suite, 30 secondes c'est très rapide. Et comme il n'y a pas de coach, n'importe quel joueur peut demander temps mort quand le ballon est arrêté. Ce n'est pas de la NBA, le match est arrêté, je peux demander temps mort. Ok, donc un seul temps mort, 30 secondes. Pour débuter la rencontre,
vous faites un échauffement commun, donc c'est-à-dire avec les deux équipes, vous échauffez ensemble. Donc vous serez sur un même demi-terrain, vous pouvez shotter, faire des layups, faites ce que vous voulez, c'est votre problème, mais vous vous échauffez ensemble. Vous aurez 1, 2, 3 ballons. Et si par exemple vous faites des layups ensemble, ben voilà, vous faites les layups et vous faites des passes entre vous, entre les équipes, vous échauffez vraiment ensemble. Ici, j'ai mis ailleurs et 2 minutes. Ça veut dire que ce jour-là en particulier, vous aurez des matchs toutes les 25 minutes. Je pense que c'est toutes les 25 minutes. Donc 25 minutes, ça donne normalement le temps de faire un match, de faire éventuellement une prolongation et d'avoir de l'échauffement pour le match suivant. Si jamais le match dure plus longtemps, qu'il y a une prolongation, qu'il y a un problème, que je ne sais pas quoi, ça dure plus longtemps, on ne va pas arriver comme en match en 55, j'arrive, le match avant a duré 2h30, ref, moi je veux 20 minutes d'échauffement. Non, le match il commencera à l'heure. Okay, donc ça veut dire que vous aurez, donc il y aura 6 terrains, enfin 6 demi-terrains, et vous aurez normalement 4 autres demi-terrains pour pouvoir vous échauffer pendant les autres matchs. Donc c'est à vous échauffer avant, ailleurs, pour être prêt au moment du match, à l'heure du match. On vous donnera quand même peut-être un peu de temps d'échauffement sur le terrain en question, mais ce n'est pas garanti que vous aurez 5 ou 10 minutes d'échauffement sur le terrain. Donc échauffez-vous avant, ailleurs, il y aura d'autres terrains pour ça, d'accord? Donc vous aurez peut-être, dans le pire des cas, qu'1 ou 2 minutes sur le terrain pour vous échauffer, mais les matchs commenceront à l'heure. Okay, alors, pour le début de la rencontre, on tire au sort. On tire au sort comment? On a une pièce, on appelle ça le toss, donc on lance pile ou face, donc on prend les deux capitaines de chaque équipe, enfin le capitaine de chaque équipe, on les prend, il y en a un qui prend pile, l'autre qui prend face, on lance. Celui qui gagne, il ne commence pas forcément avec la balle, comme on pourrait le croire, il a le droit de choisir la possession en début de match ou la possession en début de prolongation. J'expliquerai les prolongations après, c'est très intéressant d'avoir en prolongation. Alors 95% des gens prennent la balle en début de match, mais ils ont en fait le choix. Si je gagne le toss, que je choisis la balle en début de prolongation, l'autre équipe aura la balle pour commencer le match. Donc on lance la balle pile ou face, je choisis, je n'ai pas forcément la balle pour démarrer. Et comme en 5 contre 5, vous pouvez venir avec 12 joueurs, mais il vous en faut 5 pour démarrer, ben, si c'est pareil, il faut au moins 3 joueurs pour commencer le match. Donc ça veut dire que si vous avez des blessés, des exclus, des je sais pas là, machin, 3 joueurs, vous êtes à 2, vous ne commencez pas le match. D'accord? C'est forfait. 2 joueurs, forfait? Ouais. Donc voilà, soyez assez à l'heure du match pour débuter le match. Pour compter les points, ce qui vaudra 1 point, ce sont les paniers de plein jeu à l'intérieur de l'arc de cercle des 3 points en 5 contre 5, donc de l'arc de cercle. Donc tous les layups, les petits shots à l'intérieur, ça sera 1 point. Pareil pour les lancers francs, 1 point aussi. Attention, ça veut dire que le lancer franc a potentiellement plus de valeur par rapport à un panier de plein jeu de 5 contre 5. Donc si je marque un lancer franc ou je marque un layup, ça a la même valeur. D'accord? Et à 2 points, vous l'aurez deviné, c'est les shots à 3 points en 5 contre 5. Donc derrière l'arc de cercle, ça sera un panier à 2 points. Pareil aussi, un panier à 3 points, donc un panier à 2 points vaut potentiellement plus qu'en 5 contre 5 parce qu'il vaut 2 fois un panier à l'intérieur. D'accord? Donc attention un peu à cette valeur des paniers par rapport aux uns les autres. Les lancers francs et les 3 points valent proportionnellement ont plus d'importance. Comment on joue la balle? Alors ça c'est un très grand point, c'est un peu la grosse différence avec le 5 contre 5. Il y a plusieurs choses importantes. Je vais vous les expliquer assez vite et on verra ça en long et en large sur le terrain après. Donc je vous les présente quand même une fois pour savoir un peu quoi et après on verra ça vraiment en long et en large sur le terrain. Alors il n'y a aucune rentrée en 3 contre 3. Aucune rentrée jamais. Quand on doit remettre la balle en jeu, on recommencera toujours par ce qu'on appelle un check ball au top. Le check ball, c'est le petit échange entre l'attaquant et le défenseur. Ils se font une passe, on rend la passe. Ça s'appelle le check ball, ça se fait au top. Ça ne se fait pas à 45 degrés, ça ne se fait pas à la base, ça ne se fait pas dans le fond, ça se fait au top. On n'est pas à 20 cm près, mais on n'est pas à 2 mètres plus loin. Donc ça, c'est un gros point, on vous montrera en long et en large après. C'est très important que ça soit bien fait. Un panier marqué en plein jeu, on n'arrête pas, on ne recommence pas comme on ferait en 5 contre 5. On continue de jouer, donc l'équipe qui était en défense, qui devient en attaque, elle prend le rebond et on repart. D'accord? Il n'y a pas de rentrée, il n'y a pas de check ball et ça joue tout de suite. Donc il y a aussi ce principe quand on prend la balle, un peu comme on fait en 3 contre 3 d'habitude, on ressort en dehors dans la zone à 3 points, donc dans la zone à 2 points, on doit ressortir pour pouvoir réattaquer. Ça aussi, le rebond, c'est quelque chose de très compliqué à expliquer en théorie sur un PowerPoint. Donc ça aussi, on verra en long et en large après. C'est vraiment les 2 points très très importants en 3 contre 3. Alors ça c'est un peu classique, donc je reprends un rebond défensif ou si j'intercepte la balle, je dois ressortir aussi. Rebond offensif, normal, on peut remonter à l'anneau évidemment. Alors ressortir c'est quoi? Ressortir c'est vraiment ressortir de l'arc de cercle, c'est ne plus avoir de contact avec l'intérieur de l'arc, à l'intérieur de la zone de l'arc.
Pareil, on vous montrera ça après, c'est difficile à expliquer comme ça. Entre deux, en cas d'entre deux, c'est balle à la défense. Donc il n'y a pas de flèche, pas de possession alternée. Entre deux, c'est balle à la défense. Alors, donc si c'est un entre-deux classique, je vais dire on se bat la balle, ben, c'est facile de donner à la défense. Maintenant, la situation suivante, je shot, je bloque la balle dans l'anneau. Balle à qui? À la défense, personne n'a la balle, il n'y a pas de contrôle. Ça balle à ceux qui étaient en défense avant. D'accord? Même situation, je shot, la balle touche l'anneau, rebond, on est tout de suite à deux pour se battre la balle. Il n'y a pas de possession de balle à ce moment-là. Pareil, même idée, balle à ceux qui étaient en défense avant. Okay? Donc entre deux, balle à la défense. Attention que j'ai déjà eu la situation aussi. Donc j'ai la balle, je suis en attaque, je perds un peu mon ballon, on est à deux à disputer le ballon. Et celui qui était en défense, en disputant la balle, prend la balle à deux mains. Et tout de suite après, on est encore rebattu, etc. Et puis entre deux. S'il a pris la balle à deux mains, il a la possession, c'est lui qui est considéré comme étant en attaque, et je récupérerai la balle après. Donc attention, c'est toujours cette question de possession de balle. Mais sinon, de base, entre deux, balle à la défense. C'est un peu cet esprit 3 contre 3, c'est vous avez la balle, vous devez marquer. Vous ne marquez pas, ben, balle à l'autre. Comme je l'ai dit, donc, il y a un grand principe en 3 contre 3, c'est de laisser l'autre équipe démarrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a un rebond marqué, un panier marqué, qu'il y a un rebond, on doit laisser l'autre équipe prendre la balle et pouvoir redémarrer. Ça, c'est la règle. C'est compliqué à expliquer, ce sera beaucoup plus facile de vous montrer sur le terrain après. Mais c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, pas de défense sur panier marqué. Pareil, le check ball au top doit se faire de manière claire, correcte. Il n'y a pas une règle absolue qui dit que ça doit absolument être fait comme ça, mais vraiment cette idée de faire ça proprement et de laisser les autres équipes démarrer. Et ça, on va être très strict. C'est tolérance 0. Okay? On ne commence pas à chipoter, on ne touche pas la balle, on ne chipote pas. Tolérance 0. C'est un avertissement et puis ça sera faute technique. Un avertissement, on ne va pas commencer à donner un avertissement pour flopping parce que je râle, parce que je temporise mon ballon, parce que je touche la balle. Non, c'est un avertissement pour n'importe quoi. Deuxième avertissement, bingo. D'accord? Donc ça vraiment, c'est le slide le plus important. C'est on laisse l'autre équipe redémarrer et on fait ça proprement. Alors je dis bien tolérance 0, comprenez-moi bien, je n'ai pas dit psychologie 0. Hein. Vous allez me dire tous les arbitres n'ont pas de psychologie, d'accord? Mais si c'est 18-4 qui reste 20 secondes, s'il touche la balle, ok. Maintenant, voilà, s'il y a match, même s'il y a 4-5 points, qu'on est au début du match, il y a 10 points au début du match, tolérance 0, d'accord? On ne va pas les mettre une faute technique quand il reste 5 secondes et qu'il y a 20 points, mais sinon, attention. Pour les lancers francs, donc ça c'est assez classique. Je suis dans un acte de shot qui vaut 1 point, donc un lay-up ou un petit shot. Ben, on me fait faute, j'aurai un lancer franc, parce que le panier valait 1 point, j'ai un lancer franc. Pareil, action de tir à 2 points, dans la zone à 3 points, un tir à 2 points, ben pareil, 2 lancers, c'est facile. Même principe, je marque, j'ai un lancer franc bonus. Donc attention, la valeur des paniers, si je vais en lay-up qu'on me fait faute, je marque mon panier 1 point, et j'ai encore un lancer franc derrière, un deuxième point. Donc, ouais, mais une chose à la fois. Donc attention que ça me ferait potentiellement une action, hein, l'équivalent de 4 points en 5 contre 5, d'accord? Donc attention aux fautes. Alors, les fautes d'équipe, ici, ça c'est un peu différent. Il y a le même principe. Donc d'abord, il n'y a pas de faute maximum par joueur. Donc un joueur peut faire 4, 5, 6, 7, 10 fautes. Il ne sera pas suspendu, exclu, il pourra continuer à jouer. Donc il n'y a pas de nombre de fautes par joueur. Pour les fautes d'équipe, par contre, c'est très important. C'est un peu la même idée qu'en 5 contre 5 de pénaliser l'équipe à un moment quand ils ont fait trop de fautes. Mais c'est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'ici, 6 fautes et moins d'équipe, il n'y aura rien de spécial. C'est comme 5 fautes en 5 contre 5. 6 fautes et moins, il n'y a rien. Sauf si c'est une action d'une faute sur un acte de tir, évidemment. Maintenant, quand on va faire 7, 8 et 9e faute, il y aura toujours 2 lancers francs. Je dis bien toujours, pas comme en 5 contre 5 où si je marque qu'il y a N1, c'est que N1. Ici, c'est toujours 2 lancers francs. Même si le panier est marqué, 2 lancers francs. Donc attention, petit panier alley-up à 1 point, on me fait faute, je marque et j'ai 2 lancers francs derrière. Potentiellement une action à 6 points en 5 contre 5. D'accord? Toujours 2 lancers francs, sauf la faute technique, ça restera un lancer franc. Mais sinon, toujours 2 lancers francs, même faute offensive. Faute offensive, 2 lancers. D'accord? En 5 contre 5, la faute offensive, il n'y a pas de lancer. En 3 contre 3, faute offensive, il y aura 2 lancers. 10 fautes et plus, même principe, toujours 2 lancers francs. Et en plus, j'ai la possession derrière. Tandis que 7, 8, 9, il y a 2 lancers francs, mais on jouera le rebond. 10 et plus, j'ai 2 lancers francs et j'ai en plus la possession derrière avec un check ball pour recommencer. D'accord? Donc attention que 7, 8, 9, 10 et plus, ça coûte très cher. Ça coûte 2 lancers francs. 2 lancers francs, ça vaut beaucoup de points. D'accord? Les fautes techniques antisportives et disqualifiantes,
C'est grosso modo la même chose qu'en 5 contre 5, c'est un peu le même principe. Il y a 2-3 petites différences. Faute technique, c'est la même idée, un lancer franc et on reprend le jeu comme il était. Donc un lancer franc pour l'autre équipe et on reprend le jeu comme il était. Ici, il n'y a pas de rentrée en 3 contre 3, donc on reprendra par un check ball au top à l'équipe qui contrôlait la balle. Pareil, contrôle, s'il n'y a pas de contrôle, entre deux, balle à la défense, etc. Mais on recommencera avec un check ball au top. Pour ce qui est des 12 secondes à ce moment-là, c'est la même chose qu'en 5 contre 5. Donc si je suis en attaque, l'autre équipe prend une faute technique, je recommencerai, donc j'aurai un lancer franc, je recommencerai au top avec 12 secondes. On remettra les 12 secondes à 12. Si je suis en attaque, je prends une faute technique parce que je râle, l'autre équipe a un lancer franc, j'avais la balle, je récupère la balle au top, mais on laissera les 12 secondes où elles étaient, comme en 5 contre 5. D'accord ? Faute antisportive, donc là il y a une petite différence. Première faute d'un joueur, c'est pour ça qu'on a besoin de maillot numéroté. Première faute d'un joueur, ça sera 2 lancers francs, mais on joue le rebond. Ne me demandez pas pourquoi, ici 2 lancers francs et on joue le rebond. Deuxième faute du même joueur, pas par équipe, deuxième faute du même joueur, c'est évidemment l'exclusion, 2 lancers francs et la possession cette fois-ci derrière. Donc ça c'est comme en 5 contre 5. Donc c'est juste que la première antisportive, il y aura un rebond. Faute disqualifiante, c'est le même tarif, exclusion, 2 lancers francs, possession. Attention que vous êtes bien dans le cadre de la WBB ici. Donc c'est-à-dire que si vous vous faites exclure, il y a potentiellement rapport derrière. S'il y a rapport, il y a potentiellement suspension. Sa suspension, c'est pour tous, 5 contre 5 et compagnie. Donc attention, si vous prenez des disqualifiantes ou des rapports, ça passe au conseil de discipline et tout ce qui va derrière avec. D'accord ? Donc faites bien attention à ça, pensez-y bien. Même chose, une technique, une antisportive, c'est exclusion. Et les fautes antisportives et disqualifiantes comptent comme 2 fautes d'équipe. Pas une faute d'équipe, ce sera 2 fautes d'équipe. Alors, le vainqueur du match. On fait des matchs de maximum 10 minutes avec arrêt de chrono. Arrêt de chrono toutes les 10 minutes. Donc pas que les 2 dernières, toutes les 10 minutes. Tout le temps, on fait les arrêts de chrono. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est la même chose. Ici, c'est vraiment montrer les différences. Il y a donc 2 techniques, 2 antisportives, c'est dehors. Donc match de 10 minutes maximum. 10 minutes où la première équipe qui marque 21 points. Donc j'arrive à 21 ou 22 ou plus, j'ai gagné. Il n'y a pas besoin de 2 points d'écart. Il n'y a pas la règle de quand on joue entre nous, il faut 2 points, machin. Non, c'est 21, terminé. Si après 10 minutes, on n'est pas à 21, mais c'est l'équipe qui a marqué le plus de points, évidemment. Si on est à égalité après 10 minutes, on part en prolongation. Ça arrive beaucoup plus souvent qu'en 5 contre 5, des prolongations en 3 contre 3, ça arrive beaucoup plus souvent. Les prolongations, ça se passe comment? On fait 30 secondes de pause et on redémarre. On redémarre par l'équipe, un check ball, mais avec la balle pour l'équipe qui n'a pas eu la balle au début de match. Donc si j'ai choisi la balle au début de match, ben, je n'aurai pas la balle en début de prolongation. Si j'avais choisi la balle en début de prolongation, je l'aurais, mais je ne l'ai pas eu pour commencer. Donc il n'y a pas d'histoire de possession, de flèche comme on fait en 55, c'est celui qui n'a pas commencé commence la prolongation. Et je disais que c'est très intéressant d'avoir la balle en prolongation, en début de prolongation. Pourquoi? Parce que c'est la première équipe qui marque 2 points. C'est tout, c'est juste ça la règle. Première équipe qui marque 2 points. Donc si j'ai la balle en début de prolongation, on fait le check ball, je récupère la balle, je plante un 2 points, terminé, j'ai gagné. D'accord? Donc vraiment avoir l'avantage en prolongation, c'est très intéressant. Il n'y a pas de limite de temps, donc on ne remet pas 5 minutes, 10 minutes, machin. Pas de limite de 21 points. Donc si j'étais à 20-20, c'est pas je marque, je suis à 21, non, c'est 2 points en prolongation. Et toujours pas besoin de 2 points d'écart. Donc c'est le premier qui marque 2 points. Attention que les fautes d'équipe continuent, comme en 5 contre 5. Donc ça veut dire que 7, 8, 9, 10 et plus, ça donnera 2 lancers. Attention, ça va faire très mal. D'accord? Donc pensez-y. Et toujours un seul temps mort pour le match entier. Donc si vous l'avez pris pendant le match, vous n'avez pas le droit de temps mort pendant la prolongation. D'accord? Donc ça sera une première organisation de coupe 3 contre 3. Alors il y aura peut-être des situations qui ne seront pas claires pour vous, pour les joueurs. Parfois on va peut-être se demander un peu ce qui se passe. Peut-être éventuellement, normalement non, mais qu'il y aurait peut-être une situation à laquelle on n'a pas pensé. Ben, évidemment, restons fair play, c'est le meilleur moyen pour que ça se passe bien. Si jamais vraiment il y avait un problème ce jour-là d'un point qui n'est pas clair, qui n'est pas prévu, etc., on verra alors avec l'organisation sur place, Célim ou quoi, on tranchera sur place à ce moment-là. Mais a priori, ça ne devrait pas arriver. Pour vous rappeler que c'est quelque chose qui est officiel évidemment, mais qui est aussi fait sérieusement. Donc on n'est pas dans du streetball, on n'est pas, avec tout le respect que j'ai pour ces organisations-là, je les fais aussi, mais les 3 contre 3 qu'on fait dans les clubs où il y a des pains saucisses, des shops, machin, on n'est pas là-dedans. C'est compétition ici, d'accord? Donc je vous souhaite bonne chance pour cette première édition. J'espère que ça va bien se passer, je vous souhaite bonne chance. Et maintenant, place à la pratique, la théorie c'est fini. Voilà.
Ok. Vous pouvez venez les joueurs. Première chose, je tenais à remercier nos 7 joueurs. Là, on a eu vraiment difficile à trouver des joueurs pour pouvoir mettre en pratique ce qu'on a expliqué avant. Donc, je tenais avant de commencer de vraiment les remercier d'être là parce que c'était vraiment compliqué. Célim a dû vraiment beaucoup œuvrer à ça pour avoir un maximum de joueurs, pour vous permettre de voir le transfert que John a fait. Et on va essayer de mettre sur le terrain parce que là, il y a eu forcément beaucoup d'informations et dans la pratique, c'est plus simple. Si on a les 2-3 petites différences, on va pouvoir mettre ça en place tout de suite. On va commencer tout de suite avec 3 joueurs avec un ballon. 3 joueurs avec un ballon, go, peu importe, 3 joueurs, go. Un ballon. Merci, un seul ballon, ok. Première chose qui est importante, la différence, c'est par rapport au check ball. On a expliqué le check ball, c'est obligatoirement toujours dans la ligne de l'anneau, sur le top. On ne peut pas faire un check ball sur le côté pour recommencer tout le temps. C'est la seule position qui est fixe sur le 3-3. Après, on verra dans le positionnement des joueurs, on peut choisir de mettre d'un endroit ou l'autre, mais ici, le check ball est obligatoirement là. Sur le top, un au-dessus des 3 points, un autre au-dessus des 3 points, d'accord? Ce qui est important, c'est que le défenseur est obligé de transmettre le ballon correctement, de faire une bonne passe. Il ne peut pas commencer à jouer et lui balancer le ballon dans les pieds ou... désolé, non. S'il fait ça, chaque fois, John a parlé des warnings, des avertissements. Dès qu'il y a une mauvaise passe, c'est un avertissement. Donc il y aura des avertissements pour le check ball, on verra pour le demi-cercle après, d'accord? Donc ça, dès que la passe est mal faite, c'est un avertissement. Deuxième avertissement, c'est faute technique. D'accord? Donc ici, je dois transférer le ballon correctement, que ce soit à rebond ou que ça soit tendu. Ça ne change rien. D'accord? Autre chose aussi qui est importante, c'est que je dois laisser l'attaquant entrer en possession du ballon. Je ne peux pas lui lancer le ballon et quasi sur l'airtime venir et lui prendre le ballon. Ça, à nouveau, c'est un avertissement. Je dois le laisser. Par contre, quand il y a le ballon, voilà, là, je peux commencer à jouer. Je peux commencer à jouer sur le catch. D'accord? Ici, simplement pour montrer ça, les gars, viens ici en attaque, en défense, pardon. Mets-toi ici. Juste, tu lui fais un check ball. Toi, tu vas mettre un lay-up. Après, tu viens dans la file. Quand tu as pris ton rebond, tu reviens ici, tu fais un check ball. On fait ça quelques fois, ok? On montre, vas-y, à ton aise. Hein. Ils n'ont pas eu beaucoup d'échauffement, donc ce qu'on veut, c'est juste montrer, c'est pas avoir de l'intensité qui a blessé. Remets-toi, place sur le check ball, hop, voilà. Il attaque, encore une fois ou deux, vas-y. Pas grave ça, vas-y. Reviens ici, fais le check ball à ton aise. Donc c'est chaque fois quand il y a un panier, quand il y a un arrêt de jeu, l'arbitre donne, contrairement au 5-5, il donne toujours la balle au défenseur. Le ballon est donné au défenseur et c'est le défenseur qui va donner le signal. Ok? Stop, c'est bon? Parfait. Ici, deuxième chose, on va faire un nouveau check ball. Tu vas nous montrer. Tu prends en panier marqué, tu prends ton rebond et tu vas effectuer une sortie de balle. Sortie de balle, ça veut dire quoi? C'est que quand le défenseur va rentrer en possession du ballon, il est obligé de ressortir la balle en dehors des 3 points. Il y a 2 possibilités de le sortir, en dribble ou en passe. Ici, on va montrer la première, c'est en dribble. Donc, quand tu as fait ton lay-up, tu prends le rebond et tu viens dribbler. On peut sortir où on veut en dehors des 3 points. Dans le coin, sur le côté, sur le top. Et là, à nouveau, c'est des choix de coach. Comme en 5-5, il y a des philosophies de coach qui va dire, moi je veux sortir le ballon sur le côté, sur le 3/4 ou sur le top. Ça c'est du coaching. Okay? Ici, quand il sort, 2 possibilités. Soit il sort ses 2 appuis, les 2 pieds en dehors des 3 points. D'accord? Il n'a plus de contact à la zone de 2 points. Soit il peut venir mettre un pied et lever l'autre. Là, il n'a plus de contact dans la zone intérieure et donc là, il peut rejouer derrière. Ok? On montre une ou 2 fois, donc check ball, un lay-up, tu fais une sortie de balle et tu remets un deuxième lay-up. Tu reviens faire le check ball et ton partenaire fait la même chose. On montre? Vas-y. Ouais. Un lay-up, tu fais une sortie de balle en dribble, voilà. Là, il sort les 2 appuis. Pied sur ligne. Pied sur ligne, c'est pas sorti. Il faut sortir les 2 pieds. Donc sur la ligne, c'est pas bon. Il faut être en dehors. Vas-y, check ball. Ouais, vas-y, à ton aise. Lay-up, ok, sortie de balle, il sort où il veut, là il décide de sortir sur le côté, ok, fais une sortie de balle avec un pied, tu lèves un pied, tu repars, ok, on monte, check ball, replace-toi, vas-y, hop, ouais, très bien, ouais, vas-y en dribble, ouais, ok, super, on a vu ici, il a travaillé sur un appui, d'accord, il a travaillé sur un appui, ça c'est bon aussi, c'est pour tout ce qui est sortie de balle dans le dribble.
D'accord? On verra après ici sur la sortie de balle dans la passe. On va faire la même chose ici. Toujours check ball. Je viens finir le lay-up. D'accord? Après ton check ball, mets-toi en dehors des 3 points. En dehors des 3 points, face à moi. Voilà, super. Donc je finis mon lay-up, je prends mon rebond. Deuxième possibilité, sortir de la zone en passe. Je sors le ballon en passe. Ici, c'est le ballon qui sort. Le ballon sort, donc c'est bon, à nouveau. D'accord? Donc ici, ça veut dire qu'on peut rentrer et jouer. Petite chose importante que je n'ai pas encore précisé non plus, c'est que le chrono des 12 secondes se met quand on vient en contact avec le ballon. Là, le chrono est mort, il est à 12. Dès que je joue le ballon, le contact enclenche le chrono. Okay? Avec l'intention, comme l'a dit John, de jouer. On ne peut pas, à un moment donné, c'est pas ni marqué, le ballon roule, attendre. Là, à nouveau, l'arbitre va stimuler le joueur pour prendre le ballon. Il doit jouer. D'accord? Donc ici, travail suivant, check ball, lay-up, tu fais une pass out et tu redemandes le ballon en dehors des 3 points. Ok? Et tu joues lay-up après. Ouais? On montre? Vas-y. Hop, lay-up, viens en dehors. Pass out. Hop, redemande le ballon en dehors. Passe et tu fais lay-up. Voilà. Bien. Encore une fois. Vas-y, fais le check ball, tourne, replace-toi. Place-toi. Oui. Oui, reste en dehors, le ballon est sorti. Ok, sur les 3 points. Et tu attaques. Très bien. Ok. Pas grave. Et c'est pas une obligation pour le deuxième joueur de sortir en dehors des 3 points. Ça, c'est une possibilité. Deuxième possibilité, même chose, check ball, lay-up, passe en dehors des 3 points. Mon partenaire vient ici pour avoir le ballon. Le joueur joue très agressif. Il va dans le backdoor. Passe à rebond, lay-up sur le backdoor. Ok, on montre une fois. Vas-y, check ball. Lay-up, mets-toi en dehors des 3 points. Passe, démarre-toi, t'as pas le ballon. Hop, backdoor, rebond. Ok. Encore une fois, changez, vas-y, même situation. Ouais, pass out, démarre-toi pour avoir le ballon. Hop, voilà. Ok. Deux choses, merci, super. On a vu ici, il n'est pas ressorti les pieds des 3 points, mais lui, il n'a pas besoin de sortir les 3 points. Il n'a pas besoin de sortir les 3 points parce que son partenaire, on a amené le ballon en dehors des 3 points avec 2 appuis en dehors. D'accord? Donc l'autre joueur, après, n'a pas forcément besoin. C'est une possibilité, on a montré la première possibilité, deuxième possibilité, troisième possibilité qu'on a, et ça, c'est ce qui se fait souvent quand le rebounder est dominant ou est costaud et qu'il est bien dans le post-up, plutôt que de quitter la raquette ou de sortir, il va redemander la passe. Donc là, check ball, lay-up, pass out, et tu restes dans la raquette. Et tout de suite, pass back, finition. Attention, on a la règle des 3 secondes dans la raquette. John a parlé tantôt des 5 secondes dans le post-up. Si je suis ici et que je joue, là j'ai 5 secondes. J'ai 5 secondes. Si j'ai plus que 5 secondes, c'est perte de balle. Ok? On montre une fois ici, donc pass out et tout de suite dans la raquette. Vas-y, check ball, lay-up. Sors des 3 points, là le ballon est sorti, reste dans la raquette, passe, retour et tu finis. Encore une fois, vas-y, encore une fois, check ball, bien, très bien, super, ouais. Ok, très bien. Et important aussi, et ça c'est une question qu'il y a souvent quand on commence, c'est, comme l'a dit John, il n'y a que des check balls. Donc quand il y a sortie de balle, si la balle sort sur le côté ou sur la baseline, ça sera toujours rentré forcément pour celui qui n'a pas mis la balle dehors, mais toujours sur un check ball, tout le temps. D'accord? On change, 3 joueurs, on va prendre 3 autres, ouais, vas-y. Ce qui va arriver parfois, c'est que le joueur qui va vouloir refaire. Tiens, vas-y, t'as vu? Fais le check. Par exemple, il va faire ça, et là il n'est pas sorti. Lui, il va peut-être sortir. Mets-toi ici sur le check ball. S'il sort mal ou il sort sur la ligne ou il sort pas bien complètement, là l'arbitre il va lui faire signe sortir. Lui dire aussi s'il l'entend, mais lui faire signe s'il fait ça, c'est qu'il n'est pas sorti. Il doit sortir. S'il ne sort pas, c'est pas encore forcément en violation parce que peut-être que je ne sors pas. Maintenant, ça va être un peu difficile pour l'arbitre de se dire je ne sors pas bien, le mec il va à l'anneau, s'il va à l'anneau, il marque, c'est violation, ça va là, ça va là le technique. N'essayez pas d'attaquer l'anneau comme ça, ne pas c'est extra parce que sinon l'arbitre va peut-être se dire ah, j'arrête, je vais à l'autre. Donc voilà, si vous ne sortez pas bien, l'arbitre fait ça, pensez à bien sortir. Si vous attaquez l'anneau, vous pouvez marquer, c'est violation.
Ok, deuxième situation par rapport à ça. Donc on a vu les situations ici sur les sorties de balles. Raph, tu vas faire la passe ici. Tu vas jouer mais tu te laisses passer. Tu te laisses passer mais tu le suis. Tu te laisses passer, tu le suis, tu vas faire layup. Tu vas faire layup. Vas-y, marque. Important. Ok, stop. Une chose qui est très importante au 3-3 et qui est vraiment différente par rapport au 5-5, c'est qu'à partir du moment où il y a panier marqué, ton prénom c'est comment toi? Justin. Justin doit libérer le demi-cercle. Il doit libérer le demi-cercle. Raph, panier marqué, on a dit, tant qu'il n'a pas la balle, les 12 secondes ne sont pas en jeu. Quand il prend le ballon, toi tu vas venir défendre et l'agresser dans le demi-cercle. Okay? Par contre, dès que je dribble et que je joue, que je sors, là tu peux jouer. Okay? Chose qui est importante, d'accord, mais ça à nouveau c'est un peu de travail de coaching, c'est que comme on n'a que 12 secondes sur le catch, sur la réception du ballon, moi, si Raph vient ici, veut sortir et que je le retarde, et il est obligé de sortir, alors là on l'a vu tantôt, il peut sortir en passe ou en dribble, okay, mais imaginons les deux autres coéquipiers sont fermés, il est obligé de sortir en dribble, moi je vais pouvoir lui faire perdre un peu de temps. Ça veut dire que quand la balle va sortir et qu'il pourra seulement marquer, il va lui rester peut-être 3, 4, 5 secondes et prendre un shot difficile. Okay? Important aussi, on l'a dit par rapport au demi-cercle, ça peut arriver aussi, panier marqué, et le ballon sort du demi-cercle. C'est la même règle. L'attaque qui vient de marquer ne peut plus toucher la balle, la défense prend le ballon, d'accord, et puis là on joue. Okay? Là on peut contester après le catch, on doit laisser attraper le ballon. Même chose, si à un moment donné je fais mon lay-up, le ballon descend du filet, et je pousse le ballon exprès, chaque fois il va avoir avertissement. Donc on peut avoir des avertissements pour mauvaise passe sur le check ball. Imaginons, c'est par équipe les avertissements. Donc l'équipe blanche, Raph tantôt a fait une mauvaise passe, il a pris un avertissement. Raph marque. Et ici, sur le rebond de Justin, Raph est dans le demi-cercle et il met de la pression. Deuxième avertissement, technique. C'est cumulable. Okay? Pour l'équipe toujours, pour l'équipe. On montre une fois simplement au check ball, layup tu laisses passer devant, tu prends le rebond, toi dès que tu as fait layup tu sors du demi-cercle. Et puis vous jouez un 1 contre 1, sortie de balle jouée. Okay? Intensité à votre aise hein, les gars. Let's go. Allez, hop, ouais. Ouais, sort du demi-cercle, voilà, hop, sort la balle, Raph, et 1 contre 1. Voilà, il a sorti la balle à 3 points. Ok, très bien. Encore une fois, changer, attaque, défense, rotation. Vas-y, check ball, laisse-le passer. Pas mal. Bien, ouais, sors la balle, ok. Bien en dehors du demi-cercle, parfait. Ok, parfait. Et on va travailler une deuxième situation comme ça. Check ball, tu laisses faire un nouveau, tu passes, toi tu vas jouer, Justin, tu vas servir de passeur. Donc quand il a fini, tu prends le rebond. Raph, tu gênes, toi tu vas juste faire pass out. Okay? Donc comme on l'a fait tantôt, donc sans le dribble, tu prends le rebond, pass out, et puis après tu joues pour avoir le ballon, tu te démarques. Soit tu vas demander dans le post-up, soit tu as 3 points, soit mi-distance, soit jouer les backdoors, toutes les options qu'on a travaillées tantôt. Ok? On montre une fois, vas-y, check ball, ouais, hop, fini, prends le rebond, sois prêt pour la passe. Ouais, hop, défends, pass out, hop, et tu joues là. Voilà, hop, ok, 1 contre 1. Encore une fois. Parfait, changer les joueurs, même chose. Check ball. Layup, on laisse faire le rebond. Ouais, pass out, hop, là voilà, joue. Ok, ouais. Il est ressorti, mais il n'est pas obligé. S'il veut jouer directement mi-distance, il peut. Encore une fois. Vas-y, encore une fois, dernière fois. Demande inside aussi. Ouais, ok. Voilà, dans le post-up. Très bien, il joue. Ok, parfait, bien. On a vu, donc ça ici, c'était vraiment, première base, c'est important. Le check ball, transfert du ballon, laisser jouer sur le catch, bonne passe. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est après panier marqué. S'il y a un lay-up et que panier n'est pas marqué et que je prends le ballon là, il n'y a plus de demi-cercle. Là, je peux défendre directement dedans. C'est juste quand le panier est marqué, je dois laisser la balle, contrôler la balle et puis laisser jouer en dehors du demi-cercle. Là, je ne peux pas contester et venir dedans. Okay? Après, les arbitres aussi, il y a quelques fois où peut-être je vais marquer le lay-up et sans le faire exprès, sans aucune intention, je vais gêner un peu. Quand l'arbitre voit vraiment qu'il n'y a aucune intention et qu'il sort,
Voilà, ça c'est toléré à nouveau légèrement parce qu'il n'y a pas d'intention de gêner ou de pousser ou de contester. Il y a des fois, il y a quelques situations où on est dedans, on ne sait pas faire autrement. Ok, un joueur en plus. Ok, ici, ça c'est plus par rapport à information, c'est facile, c'est la même chose que dans le 5-5. Toute situation qui est dans le ball screen, on va avoir deux situations différentes. Situation de ball screen, check ball, passe, ball screen. Ok, attends, tu vas un peu trop vite pour moi. Parfait, c'est bien. Et toutes les situations de ball screen sont maintenant, voilà 2-3 ans c'était autre chose, maintenant toutes les situations de ball screen sont les mêmes règles que dans le 5-5. Feinte, main, écran en mouvement, pousser le joueur sur le roll-in, tout ça est sifflé maintenant. Donc une situation de 5-5, défensive et offensive, est sifflée pareil. Ça veut dire que si Raph fait écran en mouvement, c'est faute offensive. Si ici, en défense, il met les mains ou il pousse, c'est faute. D'accord? Après, à nouveau, coaching, qu'est-ce qu'on fait sur le ball screen? Ça, c'est des choix dans les entraînements des coachs par rapport à la préparation de coupe. Souvent, on switch. De plus en plus, à un haut niveau, on joue step back over. D'accord? Ça, c'est des choix. Ça, c'est des choix. Mais c'est juste pour dire que sur le ball screen, c'est pareil. On montre une fois. Juste, on fait un ball screen et une sortie de balle. Sortie de balle au choix, en dribble ou en passe. Vas-y, go. Allez, ouais. Hop, vas-y, joue au choix. Ok, vas-y. Bien, une sortie de balle. Rebond. Hop, panier marqué, sortie de balle. Pas grave. Ok, encore. Ouais. Ok, parfait. On change, attaque-défense, check ball. Cette fois-ci, vas-y, change. Viens ici, commence sur le bloc. Et on l'a dit, et ça on verra juste après dans le 3-3, quelques situations différentes, mais juste montrer, pas travailler. On l'a dit, on oblige, les deux joueurs ici sont obligés d'être là. Check ball, c'est sur le top, anneau, un devant, un derrière, 3 points, ça change pas. Par contre, les deux autres joueurs peuvent travailler où ils veulent. C'est comme, on dit en 3-3, on fait ce qu'on veut. Non, en 3-3, sur les sorties de balle, il y a des philosophies de jeu. Et sur les check ball, c'est un peu les 7 plays du 5-5. Donc on va demander le système 1, le système 2, le système 3, le 4, ce qu'on veut. Il y a des systèmes spécifiques par rapport aux qualités des joueurs ou aux défauts de l'adversaire. Ça, c'est la même chose qu'au 5-5. Donc, sur les check ball, on peut mettre des systèmes. Ça veut dire que là, il peut jouer aussi ball screen, mais en partant d'ici. Il n'est pas obligé de partir à l'arrêt. Ok, il vient et il joue top screen. À nouveau, défense, on fait ce qu'on veut. Hop, et il joue. On montre une fois. Ball screen, top screen, et puis après, on sort de balle. Une sortie de balle. Go. Allez, oui. Ok, très bien. Ouais, sortie de balle, une sortie de balle. Hop, joue, un Raph, ouais. Ok, il demande inside, bien, le ballon est sorti. Ok, parfait, très bien. Ok, parfait, ball. On travaille comme ça. Un joueur à la passe là, deux joueurs ici attaque-défense, deux joueurs là-bas attaque-défense. Dernière situation là-dessus. Même règle par rapport... Non, pas de défense. Check. Et on a vu ici aussi, on a mis des cônes exprès. Donc on dit souvent terrain 3x3, c'est un demi-terrain de basket. Non, c'est pas vraiment un demi-terrain de basket. La profondeur, comme a dit John, est plus bas. Donc on est à 3 mètres plus ou moins sur le 3 points. Donc là, on a délimité par rapport aux cônes. Ok, c'est important aussi pour les repères, de ne pas pouvoir travailler d'aller trop haut. Ici, juste check ball, tu passes au joueur seul. Vas-y, go. Check ball. Toi, dès qu'il donne check ball, tu viens faire flare screen. Tu mets écran ici. Écran ici, tu utilises, toi tu joues ce que tu veux. Et juste à nouveau pour montrer quoi? Que sur les situations de ball screen ou situations écran hors ballon, à nouveau, point de vue arbitrage, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Écran mouvement, les mains, pousser, etc. C'est exactement la même chose. On fait un flare screen plus une sortie de balle. Vas-y, go. Allez, hop, ouais, viens. Hop, ouais. Ok, et joue maintenant, joue derrière, ouais. Rebond. Ok, sortie de balle. Bien. Les deux pieds, très bien. Ouais. Oh, ça c'est parce qu'il n'est pas chaud, ça. Hein, Raph? Ouais. Ok, super. Dernière situation, et puis après on ira dans une petite match. Un blanc en plus, comme ça j'ai 3 noirs. Peu importe, vas-y, go. On l'a dit ici. Ce qui est important, c'est que lui est obligatoire. Après, on peut avoir possibilité d'avoir 2 extérieurs. On peut avoir un extérieur, un joueur dans le poste. On peut avoir une situation de horns. Vas-y, viens au-dessus. Avec 2 écrans ici. Ok. On peut avoir, comme le Pays Basque c'est beaucoup, un sous l'anneau
Et ici au lancer franc. Un au lancer franc. Donc toutes ces situations-là sont possibles. La seule contrainte que vous avez, c'est que le check ball, les deux joueurs-là, les deux autres, ils se mettent où ils veulent sur le terrain. Ils peuvent faire dans les coins aussi. D'accord, on a travaillé aussi dans les coins pour laisser l'espace pour le 1 contre 1. D'accord, donc tout ça, c'est des possibilités. Ici, on va aller sur 5-6 minutes de match. D'abord, on va montrer, mettez-vous les 8, go, 7, on est 7, c'est pas grave, vas-y, go. 2 ballons, 3 ballons, une file à droite, tout le monde à droite, une file à gauche, 4 à gauche, encore un, vas-y, hop. Viens avec, viens avec. Et donc, on l'a dit tantôt, l'échauffement, reste ici, reste ici. On est saboté. L'échauffement, c'est les rares fois on a 1 ou 2 minutes ou 3. S'il y a un match qui termine à 21 points en 6 minutes, ben là on commence à l'heure en général et on a plus d'échauffement. Sinon c'est sur le terrain annexe et échauffement de match. S'il y a le temps on a 1 ou 2 minutes, mais ça se passe comme ça. Contrairement en 5-5 où les deux équipes sont d'un côté et de l'autre, ici les joueurs sont mélangés. Ça veut dire que l'équipe A va prendre le rebond peut-être et faire passe à l'équipe B et ils s'échauffent ensemble. Shot ou dribble, peu importe, mais ils s'échauffent ensemble. On monte juste ça, 30 secondes, vas-y. Léa, tu prends le rebond, ou shot, tu prends le rebond, tu montes. Pendant l'échauffement, en général, il y a les deux capitaines qui viennent près de l'arbitre pour le toss. Comme on l'a dit, à nouveau, là, on vient sur des choix de coach. Des choix de coach parce que celui qui gagne peut prendre le check ball initial. Mais alors, il perd la possession pour les prolongations. D'accord? Donc ça, c'est un choix de dire, moi, chaque fois, je voulais le check ball initial. Parce que la prolongation, il n'y en a quand même pas tant que ça. Et que ça va tellement vite que si on fait déjà sur la première action 2-0, avec un match si réduit, c'est déjà un bel avantage. Et ça, c'est des choix. Il y a beaucoup de coachs qui peuvent laisser le check ball et ils donnent la prolongation. On va jouer 4-5 minutes. On va jouer 4-5 minutes juste pour faire une application. Et au premier check ball, on fera un chanson pour montrer. Donc on joue et au premier check ball, on fera un ciseaux. Et 12 secondes, là, ça va très vite. Là, 12 secondes, ils rentrent en possession et 12 secondes sont remises. Sorti complètement. Il n'est pas ressorti complètement, le panier ne compte pas l'un pas l'autre. Il est en contact avec la changement. Le jeu est agatique, votre changement, ils ont décidé eux-mêmes de faire le changement. On n'est pas obligé de passer par l'arbitre, donc tout le monde est fait que ça fait proprement. On n'est pas obligé de toujours passer par l'arbitre. Il faut que ça soit propre, d'accord? C'est la même règle en 55. Le récit est partant. On va bien passer dans sa propre. Sorti, on fait pas la rentrée en fond, on commence tout ça. Deuxième fois, je ne peux pas faire technique. Un lancer franc pour les blancs. Il y a un lancer franc pour les blancs. Et on reprend avec
Ceux qui avaient la balle, donc les blancs, auront encore le check ball après. Et s'il refait une deuxième fois ça, il était exclu alors. Deux techniques. Ah, il voilà la buvette en fait. Voilà, c'est la sorte. Donc les blancs avaient la balle, les blancs récupèrent la balle. Parce qu'on appelle des matchs des mains. Il n'y a pas de match des matchs. Oui, il y a des matchs. Oui, on n'a pas. Ah oui. C'est un cas avec Première fois, il gêne au rebond. Premier avertissement pour l'équipe des Blancs, donc on ne met pas la technique directement. non, il fait. Il n'a pas montré. Voilà. Entre deux, balle à la défense, qui est en défense. Les blancs récupèrent la balle. C'est vrai que c'est pas le même. Alors, situation intéressante. Le shot ne touche pas l'anneau, c'est comme en 5 contre 5, la balle sort, il n'y a pas eu de contrôle des blancs, donc c'est violation des noirs, balle au blanc. Alors, admettons que le temps soit écoulé, on a la fin des 10 minutes, c'est 4-4, on part en prolongation. Prolongation, qui a commencé avec la balle? Les noirs, balle au blanc qui commence. Souvenez-vous, 2 points marqués. Un shot à 2 points, c'est bon, 2 lancers francs, c'est bon. Donc ça continue de jouer.